Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Grand meeting à Keur Massar au Sénégal, c'était dimanche. Rassemblement d'Ousmane Sonko, leader du PASTEF. Sur scène, l'opposant a une nouvelle fois fustigé la présidence de Macky Sall. Mort au Cameroun du journaliste Martinez Zogo dans des circonstances troubles. Le directeur général de la radio privée Amplitude FM abordait régulièrement des affaires de corruption impliquant des personnalités de premier plan. La facture d'importation de produits pharmaceutiques réduite de 40% en 2022 en Algérie. Une régulation des importations qui permet à l'État d'économiser près d'1 milliard de dollars. On ouvre ce journal par le meeting à Keur Massar hier dimanche au Sénégal d'Ousmane Sonko, le leader du PASTEF. Des centaines de milliers de partisans ont répondu présents à l'appel sur place. Grand dispositif sécuritaire pour ce rassemblement qui s'est tenu quelques jours après que la justice sénégalaise ait ordonné le renvoi de l'opposant Ousmane Sonko devant un tribunal criminel pour viol présumé. La défense dénonce depuis le début de cette affaire en 2021 une machination orchestrée par le président Macky Sall. Alors dimanche, devant une foule immense, l'opposant candidat déclaré au scrutin présidentiel de 2024 s'est exprimé sur la politique actuelle et est revenu sur ce qu'il qualifie de complot. Écoutez Ousmane Sonko. Ils sont allés chercher partout pour me nuire. Quand ils se sont rendus compte que la diabolisation n'a pas marché et qu'ils se sont rendus compte également qu'ils n'ont trouvé de dossier pouvant m'incriminer et dire que j'ai pris de l'argent, ils ont alors créé un complot. Sur ce coup-là, ils ont été plus mauvais que dans leur première tentative. Chers amis, voilà 2 ans maintenant. Je ne dis pas ça pour pleurnicher. Vous ne verrez jamais Ousmane Sonko pleurnicher. Vous savez pourquoi ? Parce que je crois en Dieu. Je crois non seulement en Dieu, mais j'ai entièrement confiance en lui. Tout ce qu'il m'arrivera de bien ou de mal sera par sa volonté et je le remercie. Waaye ñaari at yi weesu Macky Sall ak ñi mu àndal teg nañ ñu man ak sama njaboot. Mais ces 2 dernières années, Macky Sall et ses compagnons nous ont fait subir, à ma famille et à moi, une grande douleur. Ils ont créé le plus grand mensonge dont l'objectif était de me mettre en prison. Mais vous avez dit non. Nouvelle attaque perpétrée hier dimanche en Somalie, attaque près des bureaux de la mairie de Mogadiscio, la capitale somalienne. Des terroristes ont fait sauter un véhicule chargé d'explosifs. Des témoins parlent également de coups de feu ayant retenti au niveau du périmètre de la mairie qui se trouve donc au cœur de la capitale. Les autorités font état d'un bilan très lourd, 6 morts et 16 blessés dans cet attentat revendiqué par Al-Shabaab en Somalie où le nombre d'attaques menées par Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda ne cesse d'augmenter. Al-Shabaab, groupe qui, dans sa lutte cinglante, cherche à renverser le gouvernement central. Ces derniers mois, l'armée régulière est parvenue à reprendre certaines zones occupées, mais les insurgés ne cessent de riposter par des attaques toujours plus meurtrières. L'actualité est également marquée par la mort brutale de Martinez Zogo au Cameroun. Le journaliste qui dénonçait des scandales financiers dans son pays était porté disparu depuis plusieurs jours. Selon Reporters sans frontières, le journaliste aurait été enlevé dans la soirée du 17 janvier devant la gendarmerie de Nkol-Nkondi en banlieue de Yaoundé. Son corps a été retrouvé dans une banlieue de la capitale. Ces dernières semaines, le directeur de la radio Amplitude FM dénonçait des scandales financiers impliquant de hautes personnalités. Corinne Eoné. Alors, nous allons recevoir Isidore Moudio, qui est dans ce studio de la maison de la radio Amplitude. Martinez Zogo, célèbre lanceur d'alerte et animateur camerounais, est décédé. Une nouvelle redoutée depuis sa disparition le 17 janvier 2023. De nombreuses rumeurs avaient alors circulé sur un probable enlèvement. Le 20 janvier, une sortie du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, par ailleurs porte-parole du gouvernement, annonçait une enquête ouverte pour retrouver l'un des animateurs les plus virulents du paysage médiatique camerounais. Son corps sans vie
retrouvé ce dimanche 22 janvier en état de décomposition, a laissé la presse en émoi. Dans un communiqué, le syndicat national des journalistes du Cameroun condamne ce qui apparaît désormais comme un assassinat et exige une mobilisation de la force publique pour donner une réplique appropriée par des enquêtes rigoureuses. Après Jules Nkoumoukoum, Bibi Ngota, Samuel Ouazizi, l'espace médiatique camerounais vient encore de perdre un de ses sociétaires, victime de la haine et de la barbarie humaine. Au-delà de ce confrère, nous sommes tous désormais vulnérables. Où sont passées la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté d'expression au Cameroun, car exercer dans un média fait encourir désormais un risque mortel. Une limite de trop a été franchie, c'est inacceptable. C'était tout un problème. Plusieurs fois inquiété par la justice de son pays, Martinez Zogo avait déjà été incarcéré pendant 2 mois en 2020. Ses sorties médiatiques quotidiennes ne laissaient aucun répit aux membres du gouvernement et autres responsables d'organisations et de structures majeures dont la gestion était constamment remise en question dans la célèbre émission radiophonique Embouteillage. Pour de nombreux journalistes, c'est un drame de plus qui alerte sur les menaces qui planent sur la liberté de la presse au Cameroun. Le SNJC appelle les professionnels des médias à se vêtir de noir le mercredi 25 janvier pour porter le deuil. On se rend compte qu'on n'a pas de liberté. On n'a pas de liberté de travailler dans le cadre qui est le nôtre. Martinez ne faisait que son travail. Il faisait des investigations pour donner la bonne information à ses auditeurs. Il a été tué dans le cadre de ce travail-là. Maintenant, hormis Martinez, il y a d'autres cas qui ont été cités précédemment. On a Samuel Ouazizi il y a quelques mois. Je veux dire, il y a quelques mois, donc il y a une année. Mais il y a aussi nous qui sommes sur le terrain, qui recevons des menaces presque quotidiennes. Tout comme le Camerounais Martinez Zogo, John Williams Ntwali, journaliste rwandais, est décédé le 18 janvier 2023 dans des conditions jugées suspectes par Human Rights Watch. Il a été percuté par un véhicule alors qu'il se trouvait sur une moto côté passager dans les rues de Kigali. Le rédacteur en chef du journal The Chronicles a souvent été interpellé et incarcéré pour ses sorties dissidentes en Kenya-Rwanda à travers sa chaîne YouTube Pax TV. Dans le conflit dans les régions anglophones du Cameroun, le Canada jouera le rôle de médiateur pour tenter de décrocher un accord de paix. Annonce faite vendredi dernier par Mélanie Joly, la ministre canadienne des Affaires étrangères. Les tensions historiques entre les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun avec le gouvernement central ont dégénéré en conflit armé en 2017 entre les forces armées et le mouvement revendiquant l'indépendance de ces régions. Le conflit a fait plus de 6000 morts et près de 800 000 personnes déplacées. Sur cette médiation canadienne, voyez ce sujet de Marie-Raphaël Antolo. Au Cameroun, malgré les efforts continus du gouvernement pour définitivement mettre fin à la crise dans le nord-ouest et sud-ouest du pays, les hostilités se poursuivent dans ces zones. Pour rendre plus efficaces les mécanismes mis en place par les autorités camerounaises, le Canada annonce qu'un processus de paix est enclenché à cet effet. Il est précisément question pour le Canada de jouer un rôle de facilitateur pour une résolution globale, pacifique et politique du conflit. Cette annonce a été faite le 20 janvier 2023 par Mélanie Joly, la ministre canadienne des Affaires étrangères. Le Canada salue le fait que les parties au conflit aient accepté d'entamer un processus en vue de parvenir à une résolution globale, pacifique et politique du conflit. Les parties ont également convenu de former les comités techniques pour commencer à travailler sur des mesures de confiance. L'accord visant à amorcer un processus formel constitue un premier pas essentiel vers la paix et vers un avenir plus sûr, plus inclusif et plus prospère pour les civils touchés par le conflit. Selon l'Organisation des Nations Unies, ce conflit a causé plus de 6000 morts avec 800 000 personnes déplacées et a privé près de 600 000 enfants de scolarisation complète. Selon des sources canadiennes, des rencontres ont déjà eu lieu avec les mouvements indépendantistes camerounais et toute autre partie concernée par la crise pour négocier et établir une feuille de route vers un potentiel accord de paix. Les parties ont également convenu de former des comités techniques pour commencer à travailler sur des mesures de confiance. La liste est déjà longue des exactions et des crimes qu'ils ont commis. Notre gouvernement n'a jamais cessé d'apporter la preuve de sa volonté d'ouverture et de dialogue.
Rappelons que c'est depuis 2017 que les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun font constamment face aux troubles sécuritaires. Selon des observateurs, la crise qui sévit dans ces régions du Cameroun est née des revendications corporatistes des populations anglophones qui se considèrent comme des citoyens de seconde zone. Ces revendications ont très vite muté en crise politique. En Algérie, au terme de l'année 2022, la facture d'importation de produits pharmaceutiques a été réduite de 40% selon les données du ministère de l'Industrie pharmaceutique. La baisse est donc très importante, ce qui a permis à l'État, vous allez le voir, d'économiser près d'1 milliard de dollars. Les explications de Marcel Amouankouassi. Les importations pharmaceutiques en Algérie ont atteint 1,2 milliard de dollars en 2022, contre près de 2 milliards de dollars en 2019, ce qui a permis de récolter 800 millions de dollars selon le ministère algérien de l'Industrie pharmaceutique. La facture d'importation réduite à environ 40% au titre de l'année écoulée permet au ministère de l'Industrie pharmaceutique d'être un investissement rentable pour l'État algérien. C'est déjà très spécifique pour un pays que d'avoir un ministère de l'Industrie pharmaceutique. En général, les gens ont un ministère de l'Industrie, un ministère de la Santé. Ça veut dire simplement qu'en ayant choisi de faire une industrie pharmaceutique de manière spécifique, l'Algérie a choisi de s'attaquer avec stratégie et efficacité à un fléau qui démunit le pays de ses devises. Les pays africains importent tout et rien, mais en fait c'était le jeu à l'époque de l'Occident. La création du ministère algérien de l'Industrie pharmaceutique en 2020 a permis de relancer le secteur et de relever les principaux défis pour préserver la sécurité sanitaire à travers le renforcement du tissu industriel pharmaceutique. Selon le ministère, 137 sur 200 entreprises pharmaceutiques spécialisées dans la production des médicaments ont permis de couvrir plus des 2/3 des besoins pharmaceutiques nationaux. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre qu'une partie de cet argent peut être dépensée localement et créer des emplois. Et cet exemple de l'Algérie devrait être suivi par beaucoup d'autres pays africains. Il est important qu'on s'aperçoive, et ça le Covid-19 nous l'a véritablement démontré, qu'une certaine souveraineté médicale et de santé devrait être en mesure d'être pensée. Mais ce qui est fait au niveau de l'Algérie devrait être fait de manière globale sur le continent pour être en mesure d'avoir des pôles d'excellence qui puissent être en mesure d'alimenter tout le continent. Le ministère algérien de l'Industrie pharmaceutique compte augmenter ses chiffres à travers sa nouvelle stratégie de développement, à savoir la mise en place d'un plan d'action pour l'exportation des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux, la poursuite de la promotion de l'investissement et de la production pharmaceutique nationale et le renforcement de la couverture des besoins nationaux en produits pharmaceutiques et équipements médicaux. Et maintenant, notre page sport. On accueille José Douglas, journaliste au service des sports d'Africa 24. Bonjour José. Bonjour Zara. Merci d'être avec nous. Alors on commence par le mondial de handball qui se poursuit et les équipes africaines font toujours partie de l'aventure. Exactement Zara, vous l'avez bien résumé. L'Égypte qui évolue dans une autre catégorie, nous verrons ça tout à l'heure, qui a viré en tête de son groupe en phase 2 pour les qualifier pour le tour principal. Le Cap-Vert a été battu ce dimanche par la Hongrie 42-30. Sachez que nous aurons ce lundi 23 janvier un gros duel entre la Tunisie et l'Algérie. La Macédoine rencontrera le Maroc et l'Égypte sera face au Danemark. Un match très compliqué pour les Pharaons qui jouent gros pour une place en quart de finale où nous connaissons déjà quelques qualifiés tels que l'Espagne, la Suède, la France ou encore la Hongrie. Ce serait bien que l'Égypte se mêle à la lutte et en cas de victoire face aux Danois, les Égyptiens affronteront la Hongrie mercredi à Stockholm en Suède. Alors le football maintenant avec le championnat d'Afrique des Nations de football qui se poursuit lui aussi. Peut-être un petit point sur les résultats des matchs qui se sont joués hier dimanche. Avec des images, Zara, et nous allons voir ce qui s'est passé dimanche. Le Sénégal en blanc bat la RDC en bleu 3-0 avec des buts signés Ousmane Diouf à la 23e minute. Et puis le ralenti qui suit. Puis la grosse faute du Congolais Kevin Mondeko à la 33e minute qui lui vaut un carton rouge. Puis Pape Amadou Diallo, 74e minute pour le second but sénégalais. Et Badio Siadi Goussia marquait contre son camp. Son pied caressait le ballon, ses chaussures plutôt. Et 3-0 pour les Lions de la Teranga. Nous allons voir le second match avec l'Ouganda qui s'est fait écraser par les éléphants de la Côte d'Ivoire, 3-1. Avec l'ouverture du score pour Sankara Williams, Karamoko à la 12e minute, puis Vignon
Mathieu Patrick Outreau à la 27e minute. Réduction du score pour l'Ouganda grâce à Moses Westroy à la 34e sur penalty. Et Obin Kramo Kwame parachève le travail de la Côte d'Ivoire. Score final 3-1. Les Ivoiriens qui ont pratiqué un très très beau jeu. Et il y a des pépites à suivre du côté de la Côte d'Ivoire. Et qu'en est-il du classement ? Alors nous allons voir pour le groupe A tout d'abord. Rappelons deux résultats. C'est samedi 21. Libye-Éthiopie 3-1. Et l'Algérie a confirmé en battant le Mozambique 1-0. Classement, l'Algérie tourne en tête avec 9 points devant le Mozambique 4 points. Ces deux équipes sont qualifiées. En groupe B, regardez, le Sénégal termine avec 6 points devant la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Mais finalement, Sénégal et Côte d'Ivoire se qualifient à la boucle et bouclée pour le groupe A et le groupe B. En groupe C, ce lundi 23 janvier, Ghana-Maroc, vous savez que le Maroc est forfait, mais il y aura un Soudan-Madagascar, vous voyez l'heure, 20h. Et puis Madagascar est premier avec 6 points, deuxième le Ghana avec 6 points également. En groupe D, Mali-Angola 3-0, donc nous vous rappelons ces scores, et Angola-Mauritanie 0-0, pas très bon pour la Mauritanie. Ce mardi 24 janvier, Mauritanie-Mali, au classement, l'Angola est en tête avec 2 points, devant le Mali et la Mauritanie 1 point. Un groupe E pour terminer, je vous rappelle que le Cameroun a battu le Congo 1-0 et Congo-Niger 0-0 ce mardi 24 janvier. Niger-Cameroun au classement. Le Cameroun fait cavalier seul avec 3 points. Alors nous commençons donc peu à peu à connaître la composition des équipes qualifiées pour les quarts de finale, si je ne me trompe pas, José Douglas. Très exactement, Zara, vous avez raison. Il y aura le vendredi 27 janvier une affiche que nous connaissons déjà. Algérie contre la Côte d'Ivoire, ça va être un sacré match. Et Sénégal contre le premier du groupe D. Et puis samedi 28, les deux autres quarts de finale avec le premier du groupe C contre le Mozambique et le premier du groupe E contre le deuxième du groupe D. Parfait. Alors pour terminer, vous vouliez nous parler de l'international marocain Achraf Hakimi. Hakimi, exactement, avec ses 61 sélections, 8 buts, était convié ce samedi soir à la cérémonie des Joy Awards, récompensant les personnalités du monde du Maghreb et du Moyen-Orient, organisée à Riyad, dans la capitale saoudienne, en présence de sa famille. Il a reçu le prix du sportif préféré de l'année civile 2022, durant laquelle il a marqué l'histoire du football arabe et africain en participant à l'épopée des Lions de l'Atlas au Qatar, avec une demi-finale de la Coupe du Monde perdue face à l'équipe de France. Et puis nous apprenons à l'instant, Zara, eh bien, que la Copa América 2027 a invité le Maroc. Donc ce sont les membres du CONMEBOL qui ont pris cette décision d'inviter le Maroc pour la Copa América 2024. Le CONMEBOL, c'est la Confédération sud-américaine du football. Parfait, José Douglas, merci pour toutes vos précisions. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.